Alors, bonsoir tout le monde, ça va bien? Merci d'être présent. Alors, on est plus d'une soixantaine ce soir. C'est très motivant, c'est le fun de tous vous voir ici. Merci d'être présent. Alors, bienvenue à la deuxième soirée de consultation sur les matières organiques. Ce soir, le dossier qui va être traité, c'est le traitement des matières organiques. Juste pour vous dire, en fin de séance, suite à ce qu'on a épuisé le point du traitement, si jamais on veut revenir sur certains éléments de la collecte, ça va nous faire plaisir de continuer à discuter sur ça. Donc, je voudrais vous présenter les gens ici. Il y a Kevin Armstrong, qui est mon collègue du Conseil de ville et sur la Commission du développement durable et de l'environnement, qui donc est présent avec nous. Ensuite, M. Denis Bernier, qui est le directeur du service, ainsi que Bruno Gagnon, qui est au niveau de l'analyse financier. Alors, juste pour vous dire, nous avions, lors du PGMR, eu une consultation sur le PGMR. On a eu des demandes de nos citoyens afin de regarder toute la question donc, du compostage et de mettre dans notre analyse la biométhanisation. C'est ce que nous avons fait. Donc, nous avons décidé, parce qu'au début, l'option qui était surtout privilégiée, c'était le compost, soit ouvert ou fermé. Donc, nous avons décidé de mettre ça dans notre analyse. Et ce soir, c'est de ça qu'on va parler, donc des deux différentes manières de traiter le compost. En fait, il y en a 4, là, mais ils se déclinent en 2 principales, qui sont la biométhanisation et le compostage. Tout à l'heure, Denis va pouvoir vous expliquer plus davantage tout ça. C'est important aussi de savoir que les services sont allés voir qu'est-ce qui se passait ailleurs au Québec, ailleurs en Ontario, ainsi qu'en Europe, pour voir les différentes méthodes. Donc, je répète, ce soir, c'est sur les types de traitement et voilà. C'est important aussi, pourquoi on fait les consultations, c'est que nous, ce qu'on veut, a priori, c'est que la gestion des matières organiques se fasse de façon le plus optimale possible, que ce soit au niveau de la collecte, que ce soit au niveau du produit qu'on va avoir, donc qu'est-ce qu'on va récupérer, que ce soit de façon, ce qu'on va collecter, ce qui soit le plus de bonne qualité. Donc, la meilleure qualité, c'est ce qui est notre prémisse de base, parce que, vous savez, aujourd'hui, on en parlait avec le papier, que la Chine ne prend plus notre papier, puis tout ça, bien, on ne veut pas se ramasser avec des montagnes et des montagnes de compost, donc on veut avoir du compost de qualité A. Ça, c'est important. Et pour y arriver, bien, ça prend une bonne participation citoyenne. Puis si on veut une bonne participation citoyenne, bien, ça prend un choix qui va correspondre à vous, les citoyens. Donc, voilà, je vais vous présenter l'animateur. Donc, on voulait avoir un animateur et un facilitateur qui soit externe, qui puisse faire l'échange entre les citoyens et la ville. Donc, on a retenu les services de M. Camille Laforge, qui est un animateur de grande expérience. Donc, je vous laisse maintenant à lui. Merci. Merci, M. Côté. Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée. Donc, je suis Camille Laforge, je suis travailleur autonome et membre de l'Ordre des administrateurs agréés qui, avec tout le code d'éthique, fait en sorte là, que je dois me comporter en bon gestionnaire des informations que vous me transmettrez. Donc, je suis accompagné également d'un agent de développement, M. Luc Chiasson, qui prend les notes, va m'accompagner pour la rédaction des comptes rendus. Mais dans le fond, je pense que c'est plus moi qui vais l'accompagner. Il a une grande qualité de rédaction. J'ai pu le constater avec son rapport de la rencontre de la semaine dernière. Là, il fait un excellent travail. Donc, je suis convaincu que ce sera la même chose. Je vous demande dès maintenant, si on veut se concentrer sur les contenus, ceux qui ont des cellulaires, les mettre en mode vibration pour qu'on puisse, tout le monde, bien s'entendre et se concentrer. Donc, je vais vous présenter le déroulement de la soirée qui se veut très simple et très courte en préparation pour donner le maximum de temps pour la période de questions. Donc, on vient d'entendre M. Côté comme président de la Commission de l'environnement et du développement durable, mais qui préside également cette soirée. Va suivre immédiatement la présentation du directeur du service du développement durable et de l'environnement, M. Denis Bernier, qui nous fera une brève présentation, mais qui va couvrir l'ensemble des sujets. On parle d'une vingtaine de minutes
Pas tout à fait. 12 minutes. Bon, donc vous voyez le temps nécessaire de faire la présentation. On vous demande de retenir vos questions sur sa présentation ou pendant la présentation parce on est là tout simplement pour vous écouter ce soir. Donc, plus il sera bref, plus on aura du temps pour nous. Ça va vous sembler bizarre un petit peu, mais immédiatement après sa présentation, on vous propose de prendre une pause de 15 minutes. Le pourquoi on fait ça, ce n'est pas parce qu'on sait que vous êtes fatigué, mais on veut que vous preniez le temps de digérer l'information, d'échanger entre vous et de préparer vos questions lorsque vous aurez à intervenir. Donc, nous prévoyons terminer à l'entour de 21h30, mais nous sommes là pour tout entendre les questions que vous aurez à poser. Et comme on l'a dit, considérant que la rencontre de la semaine dernière était sur les modes de collecte et de pré-traitement, on va prioriser ce soir, vous écouter et recevoir vos questions sur le traitement des matières organiques. Lorsqu'on aura épuisé cette période de questions-là, on passera aux gens qui souhaitent revenir sur le sujet de la collecte et des pré-traitements. Donc, la façon dont va fonctionner le secrétaire et moi, nos responsabilités, c'est de rédiger un compte-rendu par soirée et de rédiger un compte-rendu ou un rapport global des consultations qu'on a tenues, qui, lui, va être déposé sur le site et rendu public sur le site de la ville de Saguenay. Pour ceux et celles qui désirent présenter un mémoire, vous aurez jusqu'au 26 mars, 16h, pour soit déposer votre mémoire sur le site, via le site de la ville de Saguenay, ou encore directement au bureau de la Direction du développement durable et de l'environnement. Donc, sans plus tarder, M. Bernier, je vous invite à faire votre présentation. Merci, M. Laforge. Bienvenue, merci. Donc, je vais commencer par un petit rappel. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, donc il y a quand même quelques parties de la présentation qui vont être un petit peu redondantes. Je m'excuse d'avance, mais je veux que tout le monde soit au même niveau pour commencer. Donc, pourquoi collecter et traiter les matières organiques à la ville de Saguenay? La politique québécoise de gestion des matières résiduelles du gouvernement du Québec demande à ce qu'il y ait un bannissement de toutes les matières organiques en 2020 dans les lieux d'enfouissement technique. Donc, pour ce faire, il faut tout ce qui peut pourrir, le bois, le papier, les matières organiques, donc les résidus de table, doivent être détournés de l'enfouissement. Donc, c'est une obligation gouvernementale. Il y a aussi des gains environnementaux et sociaux associés, essentiellement au gaz à effet de serre. Il y a beaucoup de gaz à effet de serre qui sont émis lors des activités d'enfouissement des matières, des résidus, des déchets dans les lieux d'enfouissement. Et le fait de collecter nos 26 000 tonnes de matières organiques sur le territoire, ça représente un effort équivalent à 8 800 tonnes de CO2 par année, soit à peu près un petit peu plus que 2000 voitures qui auraient roulé 20 000 km. Donc, c'est quand même un impact important. Et plus que tout, c'est de viser le prolongement de la durée de vie du lieu d'enfouissement. Gardons notre site d'enfouissement le vide le plus longtemps possible. Ça va éviter des coûts sociaux et économiques. Dans la région de la ville de Saguenay, les citoyens génèrent en proportion 17 % de papier, de carton, et d'autres imprimés. Il y a 10 % à peu près qui est associé au verre, au plastique des contenants. Il y a à peu près une vingtaine de pourcents qui est dans la poubelle, qui est des textiles, des vrais déchets, des jouets désuets, donc des choses qui sont envoyées à l'enfouissement. Et il y a plus de la moitié des matières qu'on retrouve encore aujourd'hui dans notre bac vert, qui est des matières organiques. Donc, plus de la moitié de ce qu'on retrouve dans le bac aujourd'hui pourrait être appelé à être envoyé à un centre de traitement des matières organiques. Deux prémices de départ qu'on a utilisées pour faire nos travaux. La première, M. Côté l'a mentionné, c'est de s'assurer d'avoir
un produit qui va être de très haute qualité pour s'assurer d'avoir des marchés preneurs, et ce, peu importe la saison et peu importe la compétition qu'on pourrait avoir sur le terrain avec d'autres matières organiques ou d'autres amendements minéraux, donc d'autres engrais qui pourraient être disponibles. Et deuxième chose, c'est que concernant la collecte, les résidus verts, donc les chaumes au printemps et les feuilles à l'automne, la Ville a décidé de procéder à la collecte de ces matières-là au printemps et à l'automne de façon récurrente, et ce, peu importe l'option de collecte et ou de traitement retenue. Ce que ça veut dire, c'est que dès ce printemps, les citoyens seront appelés à se procurer des sacs de papier et à les mettre 2 semaines au printemps et 3 semaines à l'automne en bordure de rue, et nous allons procéder à la collecte de ces matières. J'ai bien spécifié des sacs de papier, donc il n'y aura pas de sac de plastique qui va être autorisé à mettre en bordure de rue. Ce qu'on va faire avec ces matières-là, on va les déchiqueter et on va les utiliser à titre d'agents structurants. Je vous dis tout de suite c'est quoi un agent structurant, on va en parler plus tard dans la présentation. C'est ce qui nous permet, quand on fait un procédé de compostage, d'avoir une matière qui est suffisamment aérienne, donc pas trop compactée, et permettre ainsi à l'oxygène de bien passer au travers pour s'assurer d'un bon travail des bactéries. Donc les résidus verts vont être déchiquetés, vont servir d'amendement. On vous demande de faire attention à ne pas mettre de sacs de plastique à l'intérieur. On voit ici que on peut se retrouver avec des petits sacs de plastique, donc faire attention pour ne pas contaminer le compost. On veut avoir un compost de haute qualité, donc on va s'assurer premièrement, de ne pas déchiqueter n'importe quoi, donc on va procéder à l'enlèvement de ces contaminants-là. Particulièrement pour ce soir. Donc, la semaine dernière, je vous rappelle qu'on a parlé de la collecte, des modes de collecte, des façons qu'on pouvait s'assurer de récupérer à la source. Aujourd'hui, de quoi on va parler? De 2 modes de traitement. Le compostage, qui est un mode de traitement aérobique, donc on rajoute de l'air pour s'assurer d'avoir une bonne dégradation des matières. Et l'autre qui est anaérobique, donc on retire l'air et on s'assure ainsi que des bactéries spécialisées en absence d'air vont générer du gaz naturel, du biométhane, et ainsi dégrader la matière. Donc, un avec de l'air, aérobique, compostage, et l'autre anaérobique, biométhanisation. Pour ce qui est en premier du compostage. Essentiellement, comment ça fonctionne? C'est des matières qui vont être collectées, donc suivant le tri à la source. Peu importe la matière, la façon qu'on va le récupérer, à savoir en sac ou en bac, ça va être envoyé. Ça va être envoyé dans un centre de traitement où ces matières-là vont être broyées. Avec un ajout d'intrants si besoin il y a. Tout à l'heure, je vous parlais d'agents structurants, donc tout dépendant de la teneur en eau des matières organiques qu'on récupère, on leur rajoute des copeaux de bois, des feuilles, d'autres agents structurants pour avoir une bonne recette et ainsi être en mesure de faire un compost de haute qualité. On les met en andin. Je vais vous montrer un peu plus tard c'est quoi un andin. On rajoute de l'air. On s'assure d'avoir une bonne humidité. Donc, on a les... C'est pas assez fort? OK. Peut-être comme ça va être mieux. Oui, parfait. Excusez-moi. Donc, on rajoute de l'oxygène. On s'assure d'avoir une bonne température, une bonne humidité. Le compostage industriel amène rapidement les matières à plus de 55 degrés, 60 degrés. Et ça nous permet ainsi de dégrader rapidement la matière organique. Après une première partie de fermentation, on les envoie à l'extérieur dans d'autres andins. On appelle plus de maturation. Donc, on leur laisse le temps de continuer aux bactéries à travailler. Pour une période, la première période de fermentation, on parle d'une trentaine de jours, et la deuxième période pour entre 60 et 90 jours, tout dépendant là, de l'espace et du temps et de la période de l'année. La période de maturation hivernale est un petit peu plus longue. Une fois qu'on a procédé à cette période de maturation, on se retrouve avec une matière qui est baissée en température, qui est stabilisée. Elle est prête à être affinée. Donc, on la passe dans un tamis rotatif.
pour enlever les particules, les parties, exemple les branches qui étaient un petit peu plus grosses, qui n'auraient pas été compostées de façon complète. Donc, on va les reprendre et on va les remettre en tête de procédé. Et il arrive qu'il y a toujours des petites choses qui peuvent avoir passé dans la première partie, notre premier tri. Donc, on va aussi se retrouver avec des petites particules qu'on va devoir envoyer à l'enfouissement. Et une fois cette période d'affinage-là, cette étape d'affinage-là, on se retrouve avec un compost qui est prêt à être envoyé à l'analyse pour être certifié. Pourquoi certifié? Je vous l'ai dit, on veut faire de la qualité, on veut s'assurer que ce qu'on va redonner à la terre soit de haute qualité. Donc, on va le faire vérifier de façon régulière pour être sûr donc d'avoir un compost de très haute qualité. On l'envoie au champ et on peut même le redonner aux citoyens. À quoi ça peut ressembler? Schématiquement, on a des aires de fermentation qui sont sous couvert à la majorité du temps considérant nos conditions climatiques. Après ça, à l'extérieur, on se retrouve avec des systèmes d'endainage de maturation extérieure. Et les eaux qui percolent au travers des tas de compost, des andins, sont récupérés, sont envoyés dans des sites qui peuvent être soit des marais artificiels, soit des zones de production de saules, soit l'usine d'épuration. Donc, avec quelques photos pour vous montrer, donc on reçoit la matière, on la brasse, on la mélange, on l'envoie dans des entrepôts sous couvert. Pour faire la première partie de fermentation, on ajoute de l'air sous les andins que vous voyez et on s'assure de brasser ça régulièrement pour maintenir la température optimum. Ça, c'est ce qu'on appelle du compostage semi-couvert, semi-ouvert. Il existe aussi les moyens de faire du compostage fermé. Le compostage, toujours en présence d'air. Et l'air, c'est des endroits où ils sont complètement fermés. Donc, on traite les odeurs qui sortent de là. Donc, si on choisit d'aller en collecte en sac, le compostage autorisé, c'est un compostage complètement fermé, comme vous voyez ici. Donc, c'est des camions, des loaders, excusez le terme anglais, donc des chargeurs qui sont appelés à prendre la matière et à les déposer dans des sortes soit des garages complètement fermés, soit des silos avec à l'intérieur d'un bâtiment. Et ça, encore là, c'est pour assurer une bonne aération, sont mélangés, brassés régulièrement. Donc, qu'on soit à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est le même procédé, on rajoute de l'air pour être sûr d'avoir un beau transfert. Pour, après ça, les envoyer à l'extérieur dans des silos, des andins. Et pour brasser ces andins-là, c'est des machines assez grosses. Pour nos besoins, c'est une machine on parle d'à peu près 15 pieds de large, les andins. C'est assez impressionnant quand ça travaille. Là, c'est la personne en barque, elle est au-dessus des andins. C'est assez impressionnant à avoir travaillé. Ce qu'on voit à l'arrière, dans un andin de maturation, c'est l'humidité qui sort. Donc, c'est très chaud à l'intérieur de ça. Hiver comme été, ça gèle. C'est en production thermique et l'hiver, ça ne gèle pas, là, ces andins-là. Donc, une fois qu'on a procédé à la maturation, les andins sont récupérés à l'aide de chargeurs et envoyés dans un affinage final pour, encore là, extraire les parties grossières et de s'assurer d'avoir un compost de haute qualité prêt à être utilisé par les citoyens et les agriculteurs. Donc là, je viens de vous parler de la partie compostage. Permettez-moi maintenant de vous parler un peu de l'aspect biométhanisation. La biométhanisation, le procédé est similaire. À la différence, c'est qu'on travaille en absence d'oxygène. Donc, les matières proviennent d'un tri à la source, de même procédé qu'on a parlé précédemment. Ils sont collectés et envoyés à l'usine. On s'assure d'avoir une matière de haute qualité, encore une fois, avant de les mélanger dans un ratio adéquat, avant de les envoyer à l'usine de biométhanisation. La biométhanisation peut se faire soit de façon à haute teneur en solide, on appelle biométhanisation sèche,
ou ce que vous avez vu tantôt, les garages de réception des matières, au lieu de travailler avec ajout d'air, ils vont aller on va aspirer l'air, on va donc procéder au retrait de l'oxygène. Soit en fraction liquide. Donc, on va rajouter de l'eau et on va en faire une sorte de boue pour être capable de faire de la biométhanisation, comme vous pouvez voir aujourd'hui à Saint-Hyacinthe et à Rivière-du-Loup. Une fois que le procédé est terminé, donc on a extrait la matière, le gaz, biométhane de la matière organique. Ces matières sont séparées en deux. Un, c'est pour le gaz, et l'autre côté, c'est le digesta qui est envoyé aussi au compostage ou en stabilisation thermique avant d'être retourné au champ. Et donc, ce que vous voyez de différent, c'est qu'on génère un produit à haute valeur ajoutée qu'on appelle le gaz naturel renouvelable. Vous avez ici une photo d'une aire de réception, c'est celle de Rivière-du-Loup. Donc, les matières arrivent, sont déversées dans un entonnoir et sous le terme, le tas que vous voyez là, il y a 3 vis sans fin qui permettent d'acheminer ces matières dans un hydropulpeur. Donc, toute la réception des matières et le traitement des matières se fait à l'intérieur et il y a un système de traitement de l'air qui apporte l'air vicié dans des sites de traitement qui sont des biofiltres. Donc, on utilise le compost et de la tourbe pour épurer les odeurs et s'assurer ainsi de ne pas avoir de problématiques de voisinage. Les matières sont envoyées, je vous ai mentionné tout à l'heure, dans un hydropulpeur. Donc, on prend les matières, on les mélange avec de l'eau, on les déchiquette en petites purées. S'il y a des contaminants qui flottent comme des petits morceaux de plastique, ils se retrouvent en surface, on les retire et on les envoie à l'enfouissement. Si à l'intérieur, il y a du sable et autres particules, peut-être du verre qui pourrait avoir été mis par mégarde dans les sacs ou le bac, bien, on se retrouve avec ces matières-là dans le bas et elles aussi sont envoyées à l'enfouissement. Cette boue-là, cette pulpe-là est envoyée dans des réservoirs, des digesteurs où des processus bactériologiques, donc hydrolyse et fermentation, ont lieu pour ainsi permettre à la flore bactérienne de se développer et de générer ainsi du biogaz. Ce qu'on voit à la sortie de ça, c'est 2 choses. C'est un digesta et un elua. C'est la partie liquide et la partie solide. Le liquide peut servir en amont. Tantôt, je mentionnais que dans l'hydropulpeur, on utilisait de l'eau. Donc, essentiellement, on peut récupérer une bonne partie de cette eau-là déjà ici. On peut l'envoyer en valorisation, donc faire pousser des saules, ou sinon, on l'envoie à l'usine d'épuration. Pour ce qui est de la partie solide, on peut soit l'envoyer directement au champ après avoir passé dans une partie qui s'appelle un traitement thermique. On augmente la température pour être sûr de tuer les bactéries, soit on l'envoie en compostage. Même principe qu'on a vu tout à l'heure pour le compost. On en fait des andins, on laisse le temps aux bactéries de faire leur travail, et une fois stabilisé, on va procéder au tamisage et on va l'envoyer chez les agriculteurs et aux citoyens en fonction de la qualité du compost qu'on va générer. À la différence du compost, on va se retrouver avec du biogaz. Donc, on va avoir l'opportunité d'injecter dans le réseau gazier d'Énergir, anciennement Gaz Métro, ce gaz-là. Donc, à toutes les fois qu'il y aura 1 tonne de matière organique qui rentrerait dans une usine de biométhanisation, il y a à peu près 1 mètre cube de gaz qu'on peut penser à valoriser. Parlons des coûts, parce que ça nous touche très directement. Que ce soit en compostage fermé ou en compostage ouvert ou en biométhanisation, les technologies sont beaucoup plus simples en compostage, mais je n'ai pas de vente de produits. Les technologies sont plus complexes en biométhanisation, mais je vends du biométhane. Et aujourd'hui, de par les marchés gaziers,
Le biométhane, le gaz naturel renouvelable, est très prisé sur les marchés. On peut facilement penser à avoir 20 $ du gigajoule qui, l'année dernière, à la même date, on était à 3,50 $ du gigajoule. Vous comprendrez que la game change énormément. J'ai même vous dire que certains marchés étaient encore à la hausse. On pourrait penser à avoir plus d'argent même. Donc, ça vient compenser les efforts financiers d'investissement parce qu'on va recevoir des revenus adéquats en conséquence. Mais ça revient en bout de ligne de l'ordre de grandeur pas mal similaire à 25 $ par unité d'occupation par année. Monsieur Côté l'a mentionné, la seule raison pour qu'on vous présente tout ça, c'est qu'on veut avoir votre participation. On veut être sûr que peu importe qu'est-ce qui va avoir été retenu, vous adhériez à ça, qu'on ait de la matière organique de très haute qualité, qu'on ait des marchés porteurs pour cette matière-là une fois traitée, et ainsi respecter les obligations gouvernementales au moindre prix possible. On va travailler avec vous, on va vous écouter, mais ce qu'on veut, c'est comment allez-vous embarquer, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci. Lors de la rencontre de consultation la semaine dernière, quelques citoyens ont demandé on aimerait avoir davantage d'informations sur les avantages et inconvénients des différents modes de collecte. Donc, l'équipe de la direction s'est mise au travail volontairement. Et non, parce que vraiment, les élus ont dit c'est important de bien soutenir les citoyens dans la réflexion. Ils ne voulaient pas en produire d'avance pour ne pas influencer, mais la demande était très, très présente. Donc, on va vous disposer l'information sur les avantages et inconvénients des différents modes de collecte, ainsi qu'un résumé de la présentation sur les modes de collecte qui a eu lieu mercredi dernier. Et ce soir, une synthèse de la présentation de M. Bernier. Donc, on va les déposer ici à l'avant, de façon à ce que vous puissiez vous appuyer sur l'information.